Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 août 2026 et notre cher ami, notre frère Matthew Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Bonjour Nima, ça fait plaisir de voir. Matt, je voudrais commencer par ce qui a été rapporté hier soir ou hier sur CNN. Ils disent que 80% des intercepteurs ont disparu. Et Pete Hegseth a réagi à cela. Il a dit que c'était faux, que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Mais 80%, c'est trop, à mon avis. Comment pouvez-vous imaginer mener un combat qui n'est pas existentiel pour vous en Asie occidentale? Vous y utilisez tout ce que vous avez et vous n'allez pas l'accepter. Quelle est la réalité selon vous? Parce que vous et moi en parlions déjà bien avant. Vous vous souvenez, vous aviez écrit quelque chose sur votre Substack à propos des missiles Tomahawk et vous nous avertissiez à l'époque. Oui, c'est la réalité des États-Unis depuis toujours. Votre micro est coupé. Je ne sais pas. On verra. Ça fait ça depuis un moment. C'est drôle. À chaque fois que je lance une émission sur StreamYard, ça le fait. Ça coupe mon micro, puis après ça me permet de faire le reste de l'émission sans problème. Donc, on verra comment ça se passe. Alors tout le monde, croisez les doigts et allumez un cierge pour les dieux d'Internet. Mais oui, je sais. Enfin, c'était prévisible. Toutes ces informations sont disponibles publiquement. Les cadences de production, l'ampleur des stocks, le temps nécessaire pour fabriquer ces armes ou ces munitions, leurs coûts. Toutes ces informations sont accessibles. Il suffit de passer quelques minutes sur Google et vous les trouverez. Et puis, sur X, il y a d'excellents analystes en source ouverte qui font ce travail. Certains sont rémunérés, d'autres le font comme passe-temps. Vous avez ces groupes de réflexion, dont beaucoup ne sont en fait que des émanations des industries de l'armement elles-mêmes, mais ils diffusent bel et bien ces informations. Donc, à Washington, personne ne devrait prétendre être innocent ou ignorer quoi que ce soit à ce sujet. Vous savez, on le comprend, on en a déjà parlé. Il y a 10 ans, en 2015-2016, l'armée américaine était à court de bombes à larguer sur l'État islamique et ses pick-up. N'est-ce pas? Je veux dire, c'était il y a 10 ans. On a vu cette incapacité de l'industrie américaine de l'armement à suivre la demande d'une armée américaine en guerre. Et encore une fois, c'était face à l'État islamique et à ses pick-up en Irak et en Syrie. Alors, vous imaginez ce que ce serait si vous affrontiez réellement un État-nation? Eh bien, nous y sommes. Et comme on l'a dit, en mars, en avril, 40 jours de campagne contre l'Iran. Les États-Unis doivent demander la paix. Il y a des allers-retours pendant tout le mois de mai et de juin. Puis en juillet, nous avons 15 jours de combat. Et maintenant, les États-Unis demandent de nouveau la paix, ou du moins essaient de se donner un peu de répit, ou tentent de se raccrocher à cet accord imminent entre l'Iran et Oman, s'il aboutit. Je veux dire, rien de tout cela n'est la manière dont quiconque ayant un minimum de bon sens, de lucidité ou de sens des responsabilités mènerait quelque campagne que ce soit. Enfin, je veux dire, je ne mènerai pas une campagne de nettoyage de ma maison de cette manière. Vous savez, je ne commencerai pas à nettoyer ma maison avec un aspirateur qui n'est pas chargé. Alors pourquoi lancer une guerre majeure contre une nation de 92 millions d'habitants sans y être préparé de cette façon? Mais c'est la réalité, non seulement de l'homme dans le bureau ovale, mais de tout le complexe militaro-industriel américain. Cela comprend non seulement les entreprises d'armement, mais aussi le Pentagone lui-même, la communauté du renseignement, les médias censés surveiller l'armée et rendre compte de ce qu'elle fait, qui maintenant réagissent comme ça. Oh, quel choc! Comment ont-ils pu manquer d'armes? Comment ont-ils pu se retrouver à court de Tomahawk, de canons d'attaque, de Patriotes, etc., etc.? Oh là là,
Les navires tombent en panne et ne peuvent pas fonctionner. Qui l'aurait cru? La prochaine chose qu'on va apprendre, c'est que les avions ne peuvent pas être entretenus et que chaque jour, seulement 1 sur 2 est opérationnel. Vous savez, je veux dire, quelle surprise. Et je suis sûr qu'on n'a même pas encore commencé à entendre le choc qui va venir du Congrès à ce sujet. Ces hommes et ces femmes feront tout pour se couvrir, pour faire comme s'ils ne savaient pas qu'une telle situation existait au sein de l'armée américaine, qu'elle n'était pas seulement sursollicitée, mais aussi superficielle. Donc oui, enfin c'est la réalité. Et jusqu'à quand peuvent-ils tenir? Je ne sais pas s'ils en sont à 80%, peut-être à 60%, peut-être à 50%. Mais quoi qu'il en soit, c'est trop peu. On le ressent fortement. Exactement. Vous ne devriez pas vous retrouver à ce stade avec un déficit pareil dans vos stocks, dans vos réserves, alors que vous êtes dans un conflit non résolu. Enfin, dans un conflit, je ne devrais pas dire non résolu. Dans un conflit, dans une guerre que vous êtes en train de perdre. Donc enfin, ce n'est pas déroutant. C'est ce que tout le monde aurait dû prévoir. Quiconque observe le complexe militaro-industriel américain, la classe politique américaine, les médias américains, ainsi que l'Empire américain dans son ensemble, quiconque observe cela depuis des décennies, particulièrement depuis la fin de la guerre froide, c'est exactement ce à quoi il fallait s'attendre. De même, quiconque a observé le système politique américain ne devrait pas être choqué que Donald Trump soit de retour, vous savez, pour son 2e mandat, dans ce prolongement du complexe militaro-industriel et de l'Empire. Pete Hegseth est exactement le bon secrétaire à la défense à ce moment-là. Qui d'autre le Pentagone aurait-il pu produire, sinon quelqu'un comme Pete Hegseth? Donc voilà où nous en sommes. Ce qu'ils vont faire à ce sujet, qui sait? Comme je l'ai dit, même si c'est pas 80%, même si c'est 60% ou 50%, c'est beaucoup trop. Vous savez, vous parlez de... En substance, ce que nous comprenons, c'est que les Américains ont consommé environ la moitié de leurs Patriot et environ 30 à 40% de leurs THAAD, ainsi que des missiles de classe SM utilisés sur les navires de guerre pour abattre les drones et les missiles iraniens au cours des 40 premiers jours de cette guerre. Alors vous ajoutez quelques semaines de plus et vous vous dites, qu'est-ce que ça donne maintenant? Combien de semaines supplémentaires peuvent-ils tenir? Peuvent-ils tenir encore un mois? Sans parler de toute la dégradation par ailleurs. Si on s'en tient simplement à la défense aérienne, il y a la destruction de tous ces radars à $1 milliard par des drones iraniens à $20 000. Je ne crois même pas qu'ils aient coûté $20 000. Vous savez, ils ont probablement coûté autour de $10 000. Donc, cette destruction du système américain de commandement et de contrôle, l'évacuation forcée des bases américaines dans toute la région, qui a essentiellement bouleversé la capacité des Américains à utiliser toute cette présence pour réellement mener la guerre. La réalité, c'est que les Américains ont dû regrouper leurs systèmes, leurs avions, leurs forces en Jordanie et en Israël. Donc, à mesure que les Iraniens repoussent les Américains vers l'ouest, leurs forces se concentrent, ce qui en fait une cible plus facile, n'est-ce pas? C'est plus facile de les éliminer. Leur capacité à surveiller, à voir les missiles arriver, est réduite. Leur capacité à les abattre est réduite. Et leurs forces sont toutes regroupées dans des sites plus petits, dans moins de sites, je devrais dire. Vous savez, voilà où en est la situation de la défense aérienne américaine en ce moment. On peut aussi aborder d'autres aspects. On parle de la marine. On peut parler de l'armée de l'air. On peut parler de la réalité. Il n'y a aucune possibilité d'attaque terrestre, quelle qu'elle soit, à part des raids temporaires qui ne dureraient probablement pas plus de quelques heures. Peut-être qu'ils resteraient jusqu'au lendemain matin. Mais vous savez enfin, c'est ça, la réalité,
de la situation militaire des États-Unis. Donc le fait qu'on entende maintenant parler de ce prétendu accord entre l'Iran et Oman, et que Scott Bessent essaie de s'y raccrocher, vous savez, et que les Américains tentent d'y associer leur nom, comme si, enfin, c'est comme moi, quelqu'un a une carte d'anniversaire, je signe mon nom dessus et j'essaie aussi de m'en attribuer le mérite. C'est le même genre de choses. Oui. Vous pensez, Matt, que ce qui se passe avec les intercepteurs, avec les missiles, va les contraindre d'une manière ou d'une autre à conclure un accord, ou peut-être à parvenir à une sorte d'entente entre les deux parties? Ou bien est-ce qu'on va voir le conflit se poursuivre encore et encore, peut-être s'étendre à toute l'Asie occidentale, avec une baisse d'intensité, mais une guerre qui s'élargit? Je pense que c'est plutôt une échelle. Je pense que les Américains feront tout ce qu'ils peuvent pour sous-traiter, comme ils l'ont fait par le passé, n'est-ce pas? C'est ce que l'administration Obama a très bien fait durant la seconde moitié de son mandat, en disant « on ne va pas utiliser directement les forces américaines. On va utiliser des forces par procuration. On va utiliser des contractuels. On va utiliser des forces clandestines. Mais on ne va pas avoir des Américains qui rentrent dans des sacs mortuaires. » Et c'est quelque chose que cette administration a plutôt bien fait. Nous ne connaissons pas vraiment le nombre de victimes dans le détail, et beaucoup craignent qu'ils le dissimulent. Mais globalement, pour ce qui est des morts au combat, les 18 morts, il serait très difficile pour le gouvernement américain de cacher cela. Combien de familles aux États-Unis ne vont pas annoncer que leur fils ou leur mari a été tué dans la guerre contre l'Iran? Je veux dire, peut-être qu'on peut en cacher quelques-uns, mais pas autant. En revanche, les centaines de blessés, c'est une autre histoire. Mais vous savez la manière dont le gouvernement américain a pu mener cette guerre en n'ayant que 18 familles endeuillées, n'est-ce pas? Avec seulement 600 blessés, et je le dis avec toute la gravité et tout le respect dû aux familles concernées. La réalité, c'est que plus de 4000 Iraniens ont été tués. Plus de 4000 Libanais ont été tués, et des dizaines de personnes ont été tuées dans les États arabes du Golfe. Alors, que vont-ils faire, au fond? Comment vont-ils poursuivre ce combat s'ils n'ont plus de missiles? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des missiles de défense aérienne. Nous savons aussi qu'il manque de façon critique de missiles d'attaque au sol, ce qu'on appelle des missiles à distance de sécurité. Donc, les armes que les Américains utilisent pour tirer, vous savez, pour frapper des cibles en Iran à des centaines de kilomètres de distance, ils commencent à en manquer. Ils ont 3 principaux missiles. Il y a le JASSM, un missile air-sol de frappe conjointe, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Il y a le Tomahawk, qui est lancé depuis les navires. Et puis il y a l'Attack-MS. Si les gens s'en souviennent, l'Attack-MS faisait partie de ces armes miracles censées gagner la guerre pour l'Ukraine il y a quelques années. Ensuite, il a été remplacé par le PRSM, qui est tiré depuis des lanceurs terrestres. Et il commence à manquer de tout ça. Et les cadences de production de ces systèmes sont dérisoires. Elles sont tout aussi mauvaises que celles des Patriot et des THAAD. Pour les Patriot, les Américains peuvent en produire environ 600 par an. Les THAAD, ils en produisent moins de 100 par an. J'ai noté ça, pour être sûr de ne pas me tromper. Pour les Tomahawk, je crois qu'ils en produisent moins de 100 par an. Pour les JASSM, ils en produisent, je pense, moins de 400 par an. Et pour les PRSM, ils en produisent moins de 150 par an. Donc oui, c'est ça, 150, moins de 100, environ 400 par an. C'est de ça qu'on parle. Alors, comment allez-vous reconstituer ces stocks? Comment allez-vous les maintenir? Autrement dit, lorsque les Américains n'auront plus assez de ces missiles, ou qu'ils les auront épuisés, ils devront envoyer davantage d'avions pilotés en Iran pour larguer des bombes.
C'est évidemment la conséquence directe. Or, ces avions pilotés peuvent être abattus. Et c'est donc une énorme faille dans la stratégie américaine, pas seulement vis-à-vis de l'Iran, mais de manière générale. Cela remet essentiellement en cause tout ce que les Américains envisagent pour combattre la Chine, pour combattre la Russie, pour combattre les Danois au Groenland, enfin, où que ce soit. L'idée était que les Américains pourraient neutraliser très rapidement et facilement les défenses aériennes, afin que des avions pilotés puissent entrer en Iran et larguer des bombes, ou entrer en Chine ou en Russie et faire la même chose. Maintenant, les Américains peuvent utiliser le B-2 et ils peuvent utiliser le F-35 dans une certaine mesure pour faire ça. Mais le F-35 a un rayon d'action limité et une charge utile limitée. Les B-2, je crois, viennent toujours du Missouri. C'est de là qu'ils les font décoller. Donc ils ne peuvent faire qu'un demi-tour du monde. Combien de sorties peut-on en tirer? On voit donc ces limites dans un combat contre l'Iran, pas contre la Chine, pas contre la Russie. La stratégie globale de campagne des États-Unis pour mener ces guerres est donc complètement mise à mal ici. Je veux dire, c'est vraiment très important. Alors, que vont faire les Américains? Comment vont-ils mener ce combat? Je pense que ce qu'on va voir, c'est la poursuite de ce cessez-le-feu tendu. Et les Américains accepteront, disons, que cet accord entre l'Iran et Oman soit conclu, avec soi-disant 60 jours sans péage, et vous savez, d'autres choses. Les Américains s'en accommoderont pendant un temps, jusqu'à ce que Donald Trump ressente le besoin de montrer qu'il garde le contrôle. Alors il attaquera de nouveau l'Iran. Ensuite, ils feront des allers-retours pendant un moment, puis il y aura un autre type d'accord. Et je pense que ce sera le cadre dans lequel s'inscriront les 2 prochaines années et demie. Au lieu d'opter pour quelque chose de très évident et très rationnel, essentiellement un modus vivendi, les Américains, Donald Trump n'a pas besoin de faire de concessions ici. Donald Trump doesn't need to make any concessions here. He could just simply allow the Iranians. Il pourrait tout simplement laisser les Iraniens contrôler le détroit d'Ormuz, comme ils l'entendent, indépendamment de ce qu'il veut. Il peut les laisser tranquilles là-dessus. Laisser le commerce reprendre. J'ai vu hier que 8 navires avaient traversé le détroit d'Ormuz, que ce chiffre remonte à 150. Reconstituer les stocks de pétrole dans le monde entier. Faire redescendre le pétrole à $68 le baril. Les Américains payent désormais moins de $3 le gallon d'essence, vous savez, et il peut crier victoire autant qu'il veut sur Truth Social. Ce serait facile pour lui de le faire, mais je ne pense pas qu'il le fera, parce qu'il veut garder le contrôle. Il veut avoir la main sur le cadran. Il veut déclencher la guerre. Il veut arrêter la guerre. Je pense que c'est à cela que nous avons affaire ici. Nous avons affaire à un fou. Alors que va-t-il faire? Comment les Américains vont-ils compenser le fait de ne pas avoir assez de missiles? Je ne pense pas qu'il va envoyer des F-15, des F-16 et des F-18 chargés de 5 bombes de 2000 livres chacun dans des missions suicides vers le centre de Téhéran. Mais moi, vous savez, je crains que tous ces débats que nous avons eus, sans arrêt, sur une arme nucléaire, soient quelque chose dont nous devrions continuer à parler. Et je vais terminer là-dessus. Il y a eu ce post de Donald Trump sur Truth Social, il y a quelques jours, où il parlait de terreur militaire. Qu'a-t-il dit? Une terreur militaire, comme on n'en a pas vu depuis 1945. De quoi d'autre pourrait-il parler? Exactement, de l'utilisation d'une arme nucléaire. Donc voilà où nous en sommes, à en parler. Exactement. Et il semble, Matt, que les Ukrainiens essayent de faire quelque chose face à la pénurie d'intercepteurs. Firepoint, un fabricant ukrainien, tente de mettre en place une forme de coopération avec 13 usines d'intercepteurs en Europe pour en produire. Il coûterait moins d'1 million d'euros. C'est nettement moins que ce que l'on sait des intercepteurs patriotes. Vont-ils les utiliser sur des systèmes patriotes? Ce ne sera pas si simple de...
it's not going to be that easy to. Yeah, I mean, I know, and I don't know. Oui, enfin, je sais. Je ne sais pas si la dernière fois il a reçu Ted Postol ou s'il pourrait peut-être inviter Daryl Cooper. Ces gars-là connaissent très bien le sujet, pas vrai? Scott Ritter connaît très bien le sujet aussi. Oui. Je pense que ce qui va se passer, c'est que ces missiles défensifs sont tellement complexes et ils sont aussi très désavantagés face aux missiles offensifs. Vous voyez? Quand on est sur la défensive, on essaie toujours de rattraper l'offensive. On est toujours en retard. Il est très facile d'innover dans l'offensive. C'est plus difficile. C'est plus compliqué de contrer ces innovations offensives. C'est comme ça que ça marche. Et donc, je pense que les Ukrainiens vont faire un effort de bonne foi pour mettre au point un certain type d'intercepteur. Je pense qu'ils réussiront à créer davantage d'intercepteurs de drones et de meilleurs intercepteurs de drones. Mais ces intercepteurs ne fonctionneront pas contre les missiles balistiques russes. Donc, à mon avis, à moins que les Israéliens ne choisissent de leur vendre, je veux dire, de leur vendre un système fronde de David ou Arrow, vous voyez, je pense que les Ukrainiens vont plutôt choisir de fabriquer leurs propres missiles balistiques. Je sais que cette entreprise, Firepoint, travaille là-dessus. Qu'ils choisissent de lancer des missiles balistiques depuis le sol ou depuis les airs, peu importe. Je pense que ce sera la stratégie poursuivie par l'Ukraine. Regardez la réalité en face. Nous ne pouvons pas suivre. Nous n'aurons aucun moyen d'innover et de produire suffisamment pour neutraliser efficacement la menace des missiles balistiques russes. De toute façon, maintenant, tous les missiles balistiques passent. Ils sont toujours passés. Vous savez, comme on le sait, le taux d'interception des missiles balistiques russes par les Patriots était, je crois, d'environ 1 sur 4. Quelque chose comme ça. Et donc je pense que les Ukrainiens vont se dire, nous allons construire nos propres missiles balistiques et frapper les Russes de toutes nos forces. Et je pense que c'est vers cela qu'on se dirige. Donc, cette guerre des villes dont nous avons déjà parlé, où l'on voit la Russie et l'Ukraine aller dans une direction qui rappelle la guerre Iran-Irak des années 80, je pense qu'on continue d'avancer vers ça. Regardez, l'Ukraine a déjà fait exploser quoi? 12 entrepôts Whiteberries en Russie. Ils ont tué des Russes assis au bord de la piscine, assis sur la plage. Ils ont frappé les universités sans arrêt. Je pense que ça va simplement s'intensifier. Et puis les Russes ont tué 17 personnes à Kiev la nuit dernière. Enfin voilà. Je parle avec une amie qui vient de rentrer après avoir rendu visite à sa famille en Russie. La colère en Russie va pousser le gouvernement russe à en faire davantage. Et c'est essentiellement cette escalade dont vous et moi parlons depuis des années, celle qui nous inquiète. Et pas seulement vous et moi. Beaucoup d'entre nous sont très inquiets et alertent là-dessus depuis longtemps. Donc je pense que c'est là qu'on va. Il y a un effort de bonne foi pour essayer de construire ces intercepteurs. Mais là où ils vont réellement concentrer leurs efforts, je pense, c'est sur la construction de leurs propres missiles balistiques, pour frapper les Russes en retour avec autant de force. Matt, à propos des intercepteurs, que savons-nous des capacités d'Israël? Est-ce qu'ils produisent leurs propres intercepteurs? Ils ont donc 3 systèmes d'interception. Ils ont, et pardonnez-moi si je me trompe dans l'ordre. Le dôme de fer, bien sûr, c'est celui dont on a le plus entendu parler. C'est celui qui couvre les courtes portées et les basses altitudes. Le dôme de fer a été conçu pour défendre Israël contre le Hezbollah et le djihad islamique palestinien. Il est essentiellement destiné à contrer les roquettes ainsi que les drones lancés à courte distance. On parle donc de systèmes d'armes tirés depuis quelques dizaines de kilomètres qui ne montent pas très haut dans le ciel. Et puis il y a, je crois, la fronde de David, puis Arrow. Et donc, de la même manière que les Américains ont le Patriot et le THAAD,
le THAAD servant aux interceptions à plus haute altitude. Le THAAD, c'est essentiellement, vous savez, oui. Donc nous avons ces deux systèmes. Les Israéliens ont aussi cela, avec la fronde de David et Arrow. Encore une fois, pardonnez-moi, je ne me souviens plus de tête lequel est lequel. Ce sont donc des systèmes qu'ils ont construits avec une importante coopération américaine. Et je sais qu'ils envisageaient, puisqu'on parle de vente, de vendre l'un des deux, Arrow ou la fronde de David, aux Grecs. On voit vraiment cette relation gréco-israélienne commencer à s'épanouir maintenant, n'est-ce pas? Donc l'autre face de l'hostilité israélo-turque, c'est cette amitié gréco-israélienne. Donc je pense que cette possibilité existe. Si les Israéliens parviennent à en fabriquer suffisamment et qu'ils arrivent à un point où ils estiment ne plus avoir besoin de les économiser et de les stocker eux-mêmes, alors peut-être qu'ils vendraient certains de ces systèmes aux Ukrainiens. Mais pour l'instant, je pense que les Israéliens vont conserver tout leur système. Parce que, vous savez, ils voient bien, ils savent aussi bien que nous que les Américains sont en train de manquer d'intercepteurs de missiles. Les Israéliens doivent donc en garder, car si cette guerre se poursuit, et mon Dieu, Nima, il y a tant de choses dont nous pourrions parler ici, tant de directions que cela pourrait prendre. Rien n'est certain dans tout ça, n'est-ce pas? Enfin, c'est un peu comme si, vous savez, on vivait un jour sans fin, sauf qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer demain. Je veux dire, Donald Trump pourrait tout aussi bien dire « on a gagné, je ramène les troupes à la maison », que larguer une bombe nucléaire sur l'Iran. Je veux dire, cette possibilité-là, et tout ce qu'il y a entre les deux, tout semble se valoir parce qu'on a affaire à Donald Trump. Et je pense que les Israéliens le comprennent. Les Israéliens le comprennent certainement. Mais à un moment donné, si la guerre se poursuit dans le cadre de combats conventionnels, alors les Iraniens devront prendre la décision de frapper Israël, parce que les Américains y ont stationné leurs avions de ravitaillement en vol. Et c'est ça la clé. C'est le pivot de la guerre américaine contre l'Iran. Alors, comment les Iraniens peuvent-ils laisser les Américains faire opérer ces KC-135 et ces KC-46 depuis Israël, tout en sachant parfaitement que sans ces avions de ravitaillement, les Américains ne pourraient pas les attaquer? Parce que les Américains ne peuvent pas lancer des frappes aériennes depuis Israël, depuis la Jordanie, depuis le Royaume-Uni avec leurs B-1 et leurs B-52, ni même depuis des porte-avions, vous savez, à 1000 kilomètres des côtes iraniennes, sans ces avions de ravitaillement. Si vous les retirez, ou si les Américains doivent les replier vers la Grèce ou un endroit de ce genre, alors cela va vraiment compromettre toute campagne que les Américains essayent de mener. Et cette campagne est déjà compromise par tout ce dont nous avons parlé auparavant. Donc à un moment donné, les Iraniens doivent décider quoi faire face au déploiement des forces américaines en Israël. Vous savez, Israël ne peut pas être un refuge sûr pour les États-Unis. Oui. Et nous savons, Matt, qu'Israël ne veut pas qu'un quelconque accord soit conclu entre l'Iran et les États-Unis. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu l'a dit. Il a dit que Donald Trump est le meilleur ami d'Israël, mais que nous avons nos priorités. Quand il s'agit d'Israël, c'est nous qui allons décider de ce qui concerne notre politique étrangère. Nous n'accepterons aucune pression des États-Unis. Et voilà la réaction de quelqu'un pour qui Donald Trump, je dirais, a tout sacrifié. Imaginez un peu. Avant d'attaquer l'Iran, son plus grand problème, c'était la guerre en Ukraine. Je parle de sa politique étrangère, ce qui n'était pas vraiment un problème, parce qu'il gagnait de l'argent grâce à l'Ukraine et à la guerre en Ukraine. Donc on gagne de l'argent, il nous paie, on fait ça. Et maintenant, imaginez ce qui est arrivé à sa position, à sa présidence. C'est vrai, il a eu un grand succès avec le Venezuela, non? Oui, et il a beaucoup joué la comédie, non?
Et on sait qu'il prend beaucoup de plaisir à taquiner les Européens sur le Groenland. Enfin, je ne sais pas à quel point il est sérieux là-dessus. Je pense qu'il l'est probablement. Mais je crois aussi qu'il y a une part de lui qui aime simplement leur compliquer la vie, non? Qui aime les provoquer, vous voyez? Juste pour voir à quel point il peut les énerver, ou à quel point il peut rendre Mark Rutte obséquieux, ou peu importe. Mais oui, vous avez raison. Enfin, il a choisi de faire ça. Enfin, je veux dire, on ne peut pas y échapper. Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a pas de débat là-dessus. On peut faire des allers-retours sur la Russie, l'Ukraine, tout ça, d'accord? On pourrait même débattre de n'importe quoi. Mais là, il n'y a absolument rien à quoi vous puissiez vous raccrocher, même du bout d'un ongle, pour dire que ce n'était pas strictement le choix de Donald Trump. Bien sûr, il y a l'élan, l'inertie de l'Empire américain, les 47 dernières années d'obsession américaine pour l'Iran qui nous ont menés à ce point. Absolument. Mais on a vu comment Bush a géré ça, comment Obama l'a géré, comment Biden l'a géré. Vous savez, Obama a subi des pressions pour attaquer l'Iran. Alors il a décidé de s'aligner sur Al-Qaïda et Daesh sur l'État islamique en Syrie et de tuer 500 000 de personnes. Mais il n'a pas envahi l'Iran. Je veux dire, ces gens-là n'étaient pas des saints. Ils n'avaient pas peur de verser le sang. Ils n'avaient pas peur de perdre des Américains. Bush a fait tuer 4500 des nôtres en Irak. Obama a fait tuer 2500 des nôtres en Afghanistan, dont environ 2000 sous Obama. Je veux dire, c'était pas des hommes qui hésitaient à verser le sang, mais ils savaient aussi qu'attaquer l'Iran était stupide, vous savez. Et donc, nous voilà avec ce type. Here we are though with this guy. Oui. Et pour ce qu'Israël peut faire face à ça, face à ce qui se passe, il me semble qu'ils vont revenir à... Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe dans le sud du Liban. Ils s'attaquent mutuellement. Il y a eu des embuscades hier. Il y a eu des attaques israéliennes. Et d'une manière ou d'une autre, s'ils pensent qu'il se passe quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, même un petit élément concernant l'accord avec l'Iran, et, vous savez, l'ouverture du détroit d'Ormuz, alors ils vont faire quelque chose au Liban. Parce que la seule façon de tout détruire, ce sera une attaque contre le Liban. Et le Hezbollah va répondre. Enfin, vous savez, toute la situation va s'embraser au Liban. Et l'Iran va de nouveau entrer en guerre avec Israël. Je pense, vous savez, à ce que je disais sur la décision de l'Iran, savoir s'il devra attaquer Israël si la guerre continue. Donc disons que le conflit reste actif, qu'il reste violent et que ça continue comme on l'a vu avec des échanges de part et d'autre. On connaît des mois comme celui de juillet et tout le reste. À un moment donné, les Iraniens devront prendre cette décision. Et là, les Israéliens obtiennent exactement ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais disons que ça ne se produit pas. Disons que cela devient un cessez-le-feu bien plus discret que ce qu'on a vu jusqu'ici. Il reste instable, mais pas suffisamment pour donner aux Israéliens ce qu'ils cherchent à obtenir de cette guerre. Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, Nima. Dans ce cas, je pense que les Israéliens bombarderont le Liban sans relâche, n'est-ce pas? Alors, bombarder Beyrouth pour pousser les Iraniens à réagir. Parce que les Iraniens ont déjà déclaré que des attaques contre Beyrouth constituaient pour eux une ligne rouge. Et donc, les Iraniens ne vont pas vouloir reculer là-dessus. Ils ne vont pas vouloir revenir sur ce seuil qu'ils ont fixé. Donc oui, je veux dire, même si ce prétendu accord entre l'Iran et Oman existe, et j'ai vu une alerte de dernière minute sur X, juste avant qu'on se connecte, disant que le département du Trésor avait levé des sanctions contre l'Iran en anticipation de cet accord Iran-Oman. Même si tout cela est vrai, d'abord, on est déjà passé par là, non? Alors personne ne devrait... Ne misez pas le fonds d'études de vos enfants là-dessus, les gars. Mais vous savez l'autre.
La réalité, c'est que comme vous l'avez dit, la situation au Liban, avec l'occupation israélienne continue, et aussi la détermination du Hezbollah à continuer de combattre Israël, quel que soit l'accord que le gouvernement libanais conclut de son côté avec Israël, tout cela va se poursuivre. Et bien sûr, on le voit à Gaza, on le voit en Cisjordanie, on le voit en Syrie. Vous avez évoqué plus tôt le fait que les Israéliens ne respectent pas l'accord, ou quoi que ce soit. Ils ne respectent aucun accord. Enfin, vous avez vu comment ils ont complètement... Concernant Gaza, où nous venons de voir 112 personnes enterrées hier, dont 44 enfants. Et la veille seulement, les Israéliens ont tué 19 Palestiniens, dont plusieurs enfants également. 19 Palestinians, several of them children as well. Je veux dire, les Israéliens vont faire exactement ce qu'ils veulent faire. Et ils n'ont aucun problème à le dire d'emblée. Ils n'ont absolument aucune honte. Ils ne ressentent pas le besoin de cacher quoi que ce soit. Je veux dire, si nous savons autant de choses sur les Israéliens et sur ce qu'ils prévoient de faire, c'est parce qu'ils nous le disent. C'est le groupe de personnes le moins secret que j'ai jamais vu. Que ce soit Netanyahou lui-même, Smotrich, Katz, Saar ou qui que ce soit d'autre. Ils disent exactement ce qu'il en est. Ou alors vous voyez qu'il y a, disons, une marche contre Gaza et qu'il y a littéralement 50 membres du Likoud présents. Oui, je veux dire, voilà, vous comprenez où ils en sont. Ils ne sont pas du tout discrets à ce sujet. Ils se sentent parfaitement dans leurs droits. Donc au moins, on a ça. On comprend ce qu'ils vont faire. Oui, exactement. Matt, quand on parle des États-Unis et des changements récents qui ont lieu au sein du Parti démocrate, on a eu, je le répète encore et encore, et puis si je ne me trompe pas, cette femme qui se présentait contre lui, vous savez, elle était soutenue par l'establishment du Parti démocrate. Elle était soutenue par 30 millions de personnes. Au minimum. L'argent n'a pas encore été entièrement comptabilisé. Pendant un certain temps, ils ne sauront pas exactement combien a réellement été dépensé pour la soutenir. Ça pourrait dépasser 50 millions de dollars. Mais au moins 30 millions de dollars ont été dépensés pour soutenir Hailey Stevens, ou la dame de l'AIPAC, comme il l'appelait. 30 millions de dollars venant du lobby israélien dans une campagne de primaire, au Michigan, pour le Sénat américain. Pas lors d'une élection générale, mais lors d'une primaire. Et au total, vous savez, au bout du compte, ça dépassera facilement les 50 millions de dollars quand on additionne toutes les sources. Donc El Sayed a été surclassé en dépenses dans un rapport de 10 contre 1, ou 11 contre 1. Comme vous l'avez dit, elle avait l'establishment derrière elle. Chuck Schumer, par exemple, en avait fait une cause personnelle. Et c'est énorme. C'est vraiment énorme. Le fait qu'il ait réussi à surmonter autant d'argent. Bon, il y a certaines choses qui ont rendu la victoire d'El Sayed possible. D'abord, c'était une primaire tardive, d'accord? Elle a eu lieu le 4 août. Si cette primaire s'était tenue en mars, au moment où la plupart des autres primaires avaient lieu dans le pays, est-ce qu'il aurait attiré l'attention? Est-ce que les gens y auraient prêté attention? Est-ce qu'il aurait pu faire ce qu'il a fait en devant concurrencer les autres primaires en cours, en essayant d'attirer l'attention, de se faire remarquer? Est-ce que Bernie Sanders aurait pu investir autant de capital dans El Sayed au milieu de toutes ces autres primaires? Donc il a clairement bénéficié de cette primaire tardive, mais il a aussi mené une sacrée campagne. Il a mené une très bonne campagne. Il a su créer un lien avec les gens et il leur a parlé des salaires. Il leur a parlé de la santé, de l'environnement. Et puis, vous savez, il a aussi parlé de la Palestine. Il a parlé du génocide. Et Hailey Stevens, si vous fermiez les yeux et que vous pensiez à une candidate de l'establishment, vous penseriez à Hailey Stevens. Enfin, elle incarne parfaitement ça. Donc oui, on verra. Ces prochains mois, ce sera évidemment une grande bataille.
Il affronte Mike Rogers, qui préside la Commission des Forces armées et qui se présente maintenant au Sénat américain alors qu'il siège à la Chambre des représentants. Donc oui, ce sera une très très grande campagne. Yes, this will be a very, very big campaign. But I think what you'll see is. Mais je pense que ce qu'on va voir, c'est que davantage de candidats de la DSA vont réussir à mesure que le temps passe. Ce à quoi je m'attends, c'est que les républicains, Donald Trump, les républicains, vont essayer de soutenir, comme ils l'ont fait avec ce rapport sur Cuba la semaine dernière, que la DSA est une façade cubaine. Et donc, que tous les candidats de la DSA qui se présentent aux élections sont des candidats étrangers et qui ne devraient pas être autorisés à se présenter. Je m'attends à voir ça comme un moyen pour cette administration de tenter d'interférer dans les élections de novembre, en plus de toutes les autres choses auxquelles on peut s'attendre de leur part, en utilisant l'ICE par exemple. Et puis, vous savez, toute cette autre propagande de la peur qu'ils font. Pensez-vous que l'establishment du Parti démocrate est d'une certaine manière ébranlé, surpris par ce qui se passe? Je pense que c'est, enfin, comme on le disait tout à l'heure, personne ne devrait être surpris qu'on manque de munitions ou que nos navires et nos avions tombent en panne. Ils ne devraient pas être surpris. C'est leur propre volonté de faire l'autruche, pour leur bénéfice personnel. Il y a une histoire qui vient de sortir. Ils ont interviewé le type qui a rédigé cette autopsie du Comité national démocrate sur Biden en 2024, puis sur la campagne Harris. Le type qui a écrit cette autopsie-là. Et il semble qu'ils aient supprimé des sections entières de ce qu'il avait écrit, simplement parce que ça ne lui plaisait pas. Or, il n'a même pas parlé de la Palestine ni du génocide. Pourtant, plusieurs sondages montrent que Kamala Harris aurait pu gagner l'élection si elle avait simplement reconnu qu'Israël commettait ces crimes de guerre et cessé d'envoyer des armes à Israël. Si elle avait fait ça, elle aurait gagné l'élection. Nous avons des sondages qui le démontrent. Et donc ça n'a pas été inclus du tout. Mais même la discussion au sein du Comité national démocrate sur la candidature de Joe Biden, alors que tout le pays savait qu'il était incapable d'être président et qu'on n'a pas, vous savez, voulu l'entendre avant les débats, où Joe Biden est... c'est horrible. C'est horrible. Les gens ne sont pas seulement en colère, ils ont aussi de la peine pour ce pauvre type face à cette maltraitance envers une personne âgée qui se déroule là-haut. Je veux dire, c'est un criminel de guerre. Je ne vais pas avoir de peine pour lui, mais les gens comprennent ce que je veux dire. Mais c'est le même appareil du Parti démocrate qui, en 2024, disait aux gens que l'économie allait bien, que vous ne compreniez simplement pas comment fonctionne l'économie, n'est-ce pas? Et maintenant, comme on le voit, le dollar a perdu 30% de sa valeur au cours des 5 dernières années. Donc concrètement, les courses des gens qui leur coûtaient autrefois $70 au supermarché leur coûtent maintenant $100. Vous savez, le Parti démocrate dit que vous ne comprenez pas comment fonctionne l'économie. Vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre. Donc, ils ne devraient pas être surpris du tout. Mais ce sont exactement les mêmes personnes. Alors, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est continuer à mettre à l'écart les DSA et l'aile gauche du parti. Ils vont continuer à soutenir leurs donateurs parce qu'ils savent que c'est ce dont leurs donateurs ont peur. Ce qu'ils vont faire, c'est essayer, en gros, d'éliminer cette menace pour leurs donateurs parce que l'establishment du Parti démocrate a une peur bleue que ses donateurs l'abandonnent. Voilà. Le Parti démocrate reçoit énormément d'argent des mêmes personnes qui donnent aussi de l'argent aux républicains.
And so if it's not a good bet to give money to both sides, Et donc, si ce n'est pas un bon pari de donner de l'argent aux deux camps, ces donateurs ne le feront pas, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers. Donc oui, je pense qu'il faut s'attendre à voir l'établissement du Parti démocrate essayer de préserver ce qu'il a en tentant d'éliminer cette menace populiste qui, vous savez, représente réellement le peuple américain, ses préoccupations et ses intérêts. Et donc, le Parti démocrate va consacrer davantage d'énergie et de temps à combattre sa propre aile gauche qu'à combattre les républicains. then they actually will fighting the Republicans. Exactement, exactement. Je pense qu'il y a énormément d'inquiétudes. Je ne sais pas, Matt, au rythme où ils gagnent du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Je parle des DSA. À ton avis, combien de temps leur faudra-t-il pour réussir à modifier les politiques internes du DNC? Oh, based upon if we use, say, the Tea Party. Si on prend, disons, le Tea Party comme exemple, ça ne prend pas très longtemps, pas 1 ou 2 cycles électoraux. Donc je ne pense pas qu'on verra aux élections de 2028 quelqu'un d'antisioniste, favorable à Medicare for All, vous savez, qui va augmenter le salaire minimum à 25 $ de l'heure. Je pense que la structure reste encore trop verrouillée. Et puis regardez qui a aujourd'hui la moindre notoriété. Le mieux qu'on pourrait avoir, ce serait Alexandria Ocasio-Cortez. Et vous et moi, on en a assez discuté pour savoir qu'elle manque de sincérité. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait nous enthousiasmer. Mais peut-être qu'en 2032, on aura quelqu'un d'antisioniste, favorable à Medicare for All, qui dira « Je vais augmenter le salaire décent ». Oh là là! D'ici 2032, il vous faudra sans doute un salaire minimum d'environ 35 $ de l'heure, vous voyez, mais plutôt vers 2032. Mais à ce moment-là, on pourrait aussi voir une menace peser sur la direction de Hakeem Jeffries. Peut-être pas lors de ce cycle électoral, mais peut-être qu'en 2028, Jeffries ne conservera pas la présidence de la Chambre et que quelqu'un d'autre le remplacera. Voilà, enfin, on peut imaginer ce genre de choses arriver. Mais oui, si on prend le Tea Party de 2010 comme exemple, on voit que ça peut se produire assez vite. Pas aussi vite que nous le voudrions tous. Et je sais que les gens n'aiment pas quand je dis qu'on n'aura pas de candidat antisioniste à la présidentielle avant au moins 2032, peut-être même pas avant 2036. Mais je pense que par rapport à là où nous en étions il y a plusieurs années, vous voyez, par rapport à là où nous en étions il y a 2 ans, c'est quand même un changement. On verra bien. Je veux dire, il y a toujours un tel contrôle. Et l'arnaque que représentent les partis, les avantages, les milliards de dollars récoltés pendant les campagnes présidentielles qui rendent ces gens incroyablement riches, ça va être très difficile de les leur arracher. Mais, à terme, on les leur arrachera, à moins qu'ils ne trouvent un moyen de tuer ça dans l'œuf. Et peut-être qu'ils le feront. Je veux dire, déjà, le Parti démocrate est nul pour s'occuper des Américains. En revanche, le Parti démocrate est vraiment très bon pour s'occuper du Parti démocrate. Je pense que ce qui s'est passé, vous l'avez évoqué par exemple, ces 2 dernières années, c'est qu'on voit un changement radical dans l'opinion publique aux États-Unis. Et c'est pour ça que je pense que la plupart de ces gens dépensent beaucoup pour s'y opposer, par exemple, ou pour le dire. Par exemple, à Gay, est-ce que c'est à cause de, vous savez ce qui s'est passé à Gaza, de ce qui s'est passé dans le cas d'Israël? Et pas seulement de ça d'ailleurs. On voit même Donald Trump s'en prendre à Exxon et Chevron, parce qu'il dit qu'il gagne beaucoup d'argent. Il fait partie de cette bande. Il fait partie de ces gens-là. Et il se retourne contre eux. Il voit comment il dépouille toute la société, tout en gagnant et en accumulant beaucoup d'argent. Vous savez, il gagne énormément avec la guerre entre l'Iran et les États-Unis.
et à cause de ce commerce dans le détroit d'Ormuz et des pénuries. Et ils ne sont pas disposés à rendre quoi que ce soit à la société. Même Donald Trump s'oppose à eux, vous savez, parce que sa position est en danger en ce moment. C'est la réalité de la société. Et ça fait partie de ce mouvement qui se déroule à l'intérieur des États-Unis. Oui, ce commentaire de Trump sur les compagnies pétrolières m'a semblé intéressant. Il a déjà tenu ce genre de propos auparavant. Je veux dire, dans l'image qu'il donne, dans le personnage qu'il endosse en tant qu'homme politique, il se présente comme un populiste. Et c'est clairement pour ça qu'il a eu autant de succès en 2016. Il s'est présenté face à 15 autres membres du Parti républicain, il a remporté la primaire et obtenu l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2016. Personne ne pensait qu'il en était capable. Personne ne pensait qu'il pouvait y arriver. Et donc, vous savez, il comprend les mécanismes de l'image. Il y reviendra parfois. Je me demande aussi, Nima, si c'était également une menace à l'égard des compagnies pétrolières. Est-ce qu'il voulait s'assurer qu'ils gardent le contrôle, qu'elles ne concluront aucun accord de leur côté, et qu'elles feront exactement ce qu'ils veulent sur le plan géopolitique, que ce soit au Moyen-Orient, avec l'Europe, avec la Russie ou avec le Venezuela? J'ai vu que je ne me rappelle plus le nom du gars, la personne que les Américains avaient sur place, qui dirigeait les opérations au Venezuela, ils l'ont renvoyé. Et j'ai trouvé intéressant que ça arrive juste après plusieurs articles importants expliquant que les compagnies pétrolières américaines avaient été entravées dans leur tentative de pénétrer au Venezuela. Et cet obstacle, ce n'était peut-être pas les Vénézuéliens, Delcy Rodriguez et son gouvernement, vous savez, de traîtres. C'était peut-être ce gars que les Américains avaient placé là et qui en voulait trop pour lui-même. Alors, est-ce que c'était une menace adressée aux compagnies pétrolières? Pour leur rappeler que, vous savez, je peux vous retirer ça. Je peux, vous savez, vous imposer une taxe. Je pourrais prendre un décret qui vous imposerait des droits de douane ou quelque chose comme ça. Il adore ce genre de choses. Donc, ça a peut-être aussi été une manière pour Trump de jouer son image populiste, mais aussi, peut-être, de menacer les compagnies pétrolières, vous savez. Mais oui, non, ces partis ne s'intéressent pas à la vie ni à la situation financière des familles américaines. Ils font très très peu pour intervenir et essayer d'arranger les choses. Enfin, le principal problème pour les Américains, ce sont tous ces coûts fixes, non? En plus de l'inflation, il y a aussi ces coûts fixes, le coût du logement, de l'éducation, des assurances, des transports. C'est pour ça que Mamdani est si populaire à New York en ce moment. Le New York Post n'a peut-être pas envie de l'admettre, mais il a environ 70% d'opinion favorable à New York. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est parce qu'il s'attaque à des choses qui amélioreraient fondamentalement la vie des gens. On ne leur donne pas des trucs gratuits. Il leur donne la possibilité de dépenser leur argent de manière plus constructive, pour leur famille comme pour notre économie. Je veux dire, toute cette question de la santé. L'idée que, si les soins de santé étaient accessibles à tous, avec une couverture qui suivrait les gens d'un emploi à l'autre, alors ils pourraient changer de travail. Ils pourraient se dire, vous savez quoi, je n'ai plus besoin de garder ce boulot pourri juste pour mon assurance santé. Je vais ouvrir ce magasin de guitare. J'ai toujours voulu ouvrir ça. Je veux dire, ce serait révolutionnaire aux États-Unis pour stimuler et renforcer l'entrepreneuriat. Et donc, il ne s'agit pas simplement de donner des choses gratuites aux gens. Il s'agit de réduire les frais généraux pour que les gens puissent utiliser leur argent plus efficacement afin de dynamiser et de faire croître l'économie. Mais voilà, je ne sais pas à quel point vous voyez ça, Nima, de là où vous êtes, dans la presse politique américaine. Mais beaucoup d'entre nous soupirent
parce qu'on continue de lire des titres disant que Kamala Harris va être, vous savez, la favorite pour l'investiture en 2028, ou que le parti se range derrière elle et qu'il faut s'attendre à un ticket Harris Buttigieg ou quelque chose comme ça. Donc ça va être terrible. Ticket or something like that. So it's going to be terrible. Oui. En fait, l'autre jour, je parlais avec Tom Wilkerson du système de santé aux États-Unis. Vous savez, quand Bernie Sanders parle de ces questions, beaucoup de gens pensent qu'il est radical, qu'il est tellement radical qu'il veut, vous savez, que le communisme revienne et qu'il détruise les États-Unis. Mais ce n'est pas si radical. Vous venez au Brésil, par exemple, et vous voyez que le système fonctionne très bien, à mon avis. Oui, nous sommes le seul pays développé, le seul pays industrialisé, quel que soit le critère retenu, qui n'offre pas ce type de couverture à sa population. Et donc, regardez pourquoi General Motors a dit cela. S'ils déplacent leurs usines à l'étranger, c'est parce qu'ils ne peuvent pas assumer le coût des salariés aux États-Unis. Ce ne sont pas les salaires, ce sont les coûts de santé. Voilà, quand on voit les sommes que les Américains dépensent pour Medicaid, pour des personnes qui travaillent dans des entreprises comme Walmart, Target ou dans le commerce de détail. Les Américains subventionnent ces entreprises à hauteur de milliards de dollars chaque année parce qu'elles ne fournissent pas de couverture santé. Certaines personnes qui y travaillent bénéficient de programmes comme Medicaid et c'est payé par le contribuable américain. Donc vous n'avez même pas un système qui fonctionne pleinement comme ils disent qu'il est censé fonctionner. C'est subventionné par les Américains, de toute façon. Et donc je veux dire, j'ai de la chance, dans le sens où je reçois mes soins médicaux par l'intermédiaire de l'administration des anciens combattants. Ça me coûte rien. Je peux y aller chaque fois que j'en ai besoin. L'autre jour, j'ai eu ce truc qui est apparu sur mon visage. Je vais voir mon médecin la semaine prochaine, de toute façon. Mais je n'ai pas à me demander, est-ce que je veux payer 350 $ pour qu'on me dise simplement que c'est une sorte d'eczéma? Ou est-ce que je veux faire examiner ça parce que j'ai 53 ans et que c'est peut-être une excroissance précancéreuse? C'est le genre de choses pour lesquelles, ici aux États-Unis, les gens décident d'aller voir le médecin après avoir regardé leur compte courant. Et puis encore une fois, il y a la question de base. Comment faire tourner et maintenir une économie en croissance et en bonne santé? Il faut des travailleurs en bonne santé. Il faut avoir des travailleurs capables de se présenter et de participer. Des travailleurs qui ne vont pas sortir de l'économie après avoir acquis tant d'années d'expérience parce qu'ils tombent malades. Et ça, on le voit sans cesse. Pour les gens en dehors des États-Unis qui ne le savent pas, la principale cause de faillite personnelle aux États-Unis, ce sont les frais médicaux. C'est la première cause de faillite aux États-Unis. Et la plupart des gens qui ont un cancer aux États-Unis, je crois que c'est 50%. Je crois que la moitié des personnes qui ont un cancer aux États-Unis finissent par faire faillite. Enfin, c'est absolument dingue que ce soit comme ça qu'on fonctionne. Et ensuite, on se demande pourquoi notre économie stagne. Pourquoi est-ce qu'on ne grandit pas? Pourquoi la seule croissance de notre PIB vient-elle des entreprises d'armement et de cette industrie de l'IA à la con? Enfin donc, oui. Imaginez un peu, Matt. Je pense que l'une des principales préoccupations dont beaucoup de gens parlent, du moins d'après ce que j'ai entendu, c'est la manière dont les États-Unis, l'administration Trump, augmente le budget militaire et le budget de la défense. C'était 1 000 milliards de dollars, puis 1 500 milliards, et ça ne cesse d'augmenter. Mais quand il s'agit des programmes sociaux, ce n'est pas le cas. Non. Et je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Enfin, je les ai, mais peut-être que la prochaine fois je les aurai avec moi. On pourra en parler.
Mais quand on regarde l'augmentation des dépenses de sécurité aux États-Unis, enfin, quand on inclut, mince, j'aimerais avoir mes notes ici. Je ne les ai pas. Mais quand on ajoute la sécurité, l'armée, les forces de l'ordre fédérales, et qu'on inclut les anciens combattants, ainsi que le coût de la dette liée aux guerres passées, aux dépenses militaires passées et aux dépenses passées pour les anciens combattants, puis qu'on examine les 25 dernières années, on voit une hausse incroyable, très au-dessus de l'inflation, n'est-ce pas? Très au-dessus de la croissance démographique. Et puis, quand on regarde le reste du budget fédéral, donc tout ce qui n'est ni l'armée, ni les anciens combattants, ni les forces de l'ordre fédéral, auxquelles on ajoute la dette résultant du financement de tout cela, eh bien c'est stable, ou ça a même diminué. En termes de croissance démographique, les dépenses hors armée et maintien de l'ordre sont restées stables. Depuis 2001, la population des États-Unis a augmenté d'environ 20%. Et c'est à peu près de 20% que nos dépenses hors armée et maintien de l'ordre ont augmenté depuis 2001. Si on prend l'inflation en compte, c'est en dessous, très largement en dessous. Donc c'est tout à fait ça. L'idée que les États-Unis ont choisi de consacrer l'essentiel de leur argent au Pentagone et aux prisons, et de ne pas dépenser pour les choses dont on a besoin, non seulement pour faire tenir un pays, mais aussi pour le développer, le faire grandir, pour innover. Vous savez, cela a un effet très réel. C'est cette idée d'investir de l'argent dans son pays. Et puis bien sûr, si vous voulez une comparaison frappante, comparez avec la Chine. Et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas de ceux qui passent dans des podcasts et s'extasient devant la Chine, les yeux écarquillés. Absolument pas. Mais, vous savez, il y a des aspects très réels dans la croissance et le développement de la Chine au cours de ces décennies. Avoir sorti, 400 ou 500 millions de personnes de la pauvreté, ou quel que soit le chiffre. La manière dont ils se sont organisés, la manière dont ils investissent en eux-mêmes, la manière dont ils ont un plan. Quand on compare ça aux États-Unis, mon Dieu, on est une bande de tout petits qui courent partout avec un chéquier de 3 ou 4 000 milliards de dollars. Exactement. Oui, je pense. En fait, quel est le budget fédéral? Il est d'environ 5 ou 6 000 milliards. Enfin, 3 ou 4 000 milliards. Donc oui. Mais oui, je veux dire, comment est-ce que ça change? D'où voyez-vous venir ce changement? Parce que vous avez un système politique qui est de mèche, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est pour ça qu'ils en revenaient à la politique de parti. Ils étaient tout à fait d'accord pour présenter Harris, parce que c'était une valeur sûre. D'une part, je pense que le Comité national démocrate voulait aussi l'écarter. Il savait à quel point elle était mauvaise. Et ils ont des futures stars comme Whitmer, Newsom, Pritzker, Buttigieg et d'autres. Mais ils voulaient écarter Harris. Ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner en 24, alors autant utiliser Harris maintenant et l'écarter. Mais c'était aussi une affaire pliée, vu l'argent qu'ils allaient récolter. Ils savaient qu'ils avaient levé 1 milliard avec Obama ou avec Biden, ils allaient aussi lever 1 milliard avec Harris. Et ce milliard de dollars leur a payé pas mal de choses, vous savez, des BMW série 5, des résidences secondaires à la plage et ce genre de choses. À mon avis, une grande bataille se joue actuellement au sein des États-Unis. Eh bien, avant que j'arrive à l'antenne, on discute toujours pendant 10 minutes, ou je ne sais combien. C'est pour ça qu'on est toujours en retard. Et l'une des choses qu'on se disait, c'est que vous savez, je pense que les années 2030 vont ressembler aux années 1930 à bien des égards. D'abord, le fascisme, mais aussi l'économie. La dépression qui pourrait arriver dans les années 2030 ne sera peut-être pas exactement comme la Grande Dépression des années 1930,
mais elle aura le même type d'effet sur la classe ouvrière et sur la classe moyenne. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui n'existaient pas dans les années 1930. Le changement climatique va avoir un effet dramatique et très lourd dans les années 2030. Ce sera catastrophique pour de nombreuses régions du monde. Je sais que certaines personnes, là, sont en train de paniquer et d'écrire des commentaires, mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et qu'on veuille ou non débattre de son origine, de toute façon, on a déjà laissé passer l'occasion de le retarder. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est en atténuer les effets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire face à ça? Mais quand on met tout cela ensemble, je pense qu'il est tout à fait possible que les années 2030 ressemblent beaucoup aux années 1930. Merci. Merci, Matt. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nima. Comme toujours. Merci, Nima. Musique.